faut absolument que j'y aille, parce que je me t'ai dit, je veux avoir ma chance, tu vois. Je sais que je peux faire des trucs, je sais que je peux y arriver, que je peux aller voir des nanas, et j'ai envie d'avoir ma chance. Je me suis dit, cette soirée, ça va être le moment. Salut Mike. Salut Alex. Comment tu vas? Très bien, toi? Au top, un petit café. Alors, on est là pas pour parler de café, on va parler de ton interview. Ouais. Est-ce que tu es chaud pour cette petite interview? Très chaud. Très bien. Alors, je vais te proposer déjà de te présenter pour ceux qui ne connaissent peut-être pas. Qui es-tu? Oui, et bon, toi tu sais déjà. Bonjour à tous, donc je m'appelle Mike, fondateur, ambassadeur de dragueurdeparis.com et nous sommes un groupe d'hommes qui aidons d'autres hommes à séduire et conclure avec des femmes, notamment en devenant ce que j'appelle des hommes magnétiques, et nous sommes spécialisés sur les sites de rencontres. Au top, d'accord. Alors moi je vais me présenter aussi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis chargé de clientèle chez Dragueurs de Paris, donc on se connaît déjà. Oui, ça fait un petit moment déjà. Ça fait 1 an je crois, à peu près, un peu plus. Ça fait 1 an qu'on bosse ensemble et je crois que tu es arrivé chez nous il y a 1 an et demi, 2 ans, quelque chose comme ça. Exactement. Avant d'être chargé de clientèle, j'étais d'abord client chez Dragueurs de Paris, donc j'avais des problèmes pour séduire les femmes et j'avais aimé vraiment ton approche de la séduction et du coup quand tu as proposé d'intégrer ton équipe, j'ai tout de suite adhéré, quoi. Et ça va, t'es pas déçu? Non, je suis pas déçu. Mais on va montrer pourquoi j'ai pas été déçu durant cette interview. Est-ce que ça te va si on commence directement par que tu me racontes un peu d'où tu viens et comment étaient tes premières années de ta vie jusqu'à ton adolescence? Ouais, carrément. Alors, par où commencer? Tout a commencé, on va dire, à mes 19 ans. C'est à mes 19 ans que je me suis intéressé à la séduction. Et avant ça, j'étais un geek avant. C'est-à-dire, pour moi, ce qui comptait dans la vie, c'était les ordinateurs, les jeux vidéo. J'étais un fan inconditionnel, je suis toujours d'ailleurs, fan inconditionnel de Star Wars. J'ai regardé The Mandalorian d'ailleurs il y a pas très longtemps. Je pense qu'on en mettra au montage, on mettra peut-être quelques photos où quand j'avais 16-17 ans devant mes posters Star Wars. Et à l'époque, je me rappelle au lycée, en fait, je m'intéressais déjà aux femmes vers 15-16 ans. Sauf qu'à l'époque, j'étais extrêmement introverti, je me trouvais moche aussi, j'ai des boutons partout sur le visage, donc toutes les nanas, bon, c'était même pas la peine, s'intéressaient pas à moi à cause de ça. J'étais vu comme, entre guillemets, le puceau de la classe jusque très tard. Et du coup, en fait, j'étais frustré intérieurement. Mais je masquais ça en me réfugiant dans les jeux vidéo. Parce qu'en fait, les jeux vidéo, c'était un peu une manière pour moi de construire mon univers avec mes règles, avec ce que je voulais secrètement dans la vie. Et j'ai fait ça jusqu'à mes 19 ans. D'accord. Mais comment tu imaginais tes futures relations ou tes relations Est-ce que tu espérais secrètement obtenir une femme à cette époque? Comment tu l'imaginais déjà? Déjà, le truc que je tiens à dire directement, c'est souvent quand on s'intéresse à la séduction, on se dit ouais, les mecs ils veulent passer leur temps à choper à droite à gauche, etc. Moi à l'époque, je voulais une chose très simple, c'était moi je voulais trouver l'amour. À l'époque, je voulais juste me poser en fait. D'accord. Mais c'était pas possible parce que j'arrivais pas à avoir le moins d'intérêt de la part des nanas, parce que physiquement je ressemblais pas à grand chose, mais aussi parce qu'intérieurement j'avais pas d'identité à part les jeux vidéo, et les nanas s'en foutaient des jeux vidéo. Donc en fait, face à un problème, t'as plusieurs solutions, c'est-à-dire soit tu l'affrontes ou soit tu le fuis. Moi j'étais dans la fuite, et les jeux vidéo c'était ma manière de fuir le problème, jusqu'à mes 19 ans. D'accord. Et là tu vas sûrement me demander quel a été le point de bascule, justement. Quel a été ton point de bascule? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'ai été bien pendant 19 ans avec les jeux vidéo, Star Wars, etc. Mais voilà, t'as les hormones qui montent, etc. Et à un moment tu comprends, bon, il va falloir que tu fasses quelque chose. Ouais. Et donc c'est à mes 18 ans, avant j'habitais chez mes parents. D'accord. J'étais dans les Hautes-Alpes, j'étais à Gap à l'époque. Ok. Et à 18 ans, je suis parti donc de chez mes parents, je suis arrivé à Aix-en-Provence, donc ville dans laquelle j'habitais pendant 10 ans pour faire des études d'informaticien, parce que j'étais à fond sur les PC, donc forcément la suite logique c'était je voulais faire programmeur en fait, c'était mon rêve de l'époque. Et je suis arrivé à 18 ans, je connaissais personne, j'avais mon propre appart, donc j'étais content. Début de la liberté, quoi. Ouais, début de la liberté, mais en fait j'en profitais pas vraiment parce que quand je rentrais des cours le vendredi soir et que je retournais en cours le lundi matin, en fait le seul moment où je sortais c'était pour faire les courses. Le reste du temps je restais... Le geek sur l'ordinateur tout le week-end, c'est ça? Ah, tout le week-end. D'accord. Tout le week-end, je faisais que ça.
Et il y a un truc qui me frustrait, c'était tous les lundis matins, quand je retournais donc dans la classe de BTS. D'accord. En fait, il y avait un petit groupe de mecs qui avaient beaucoup de succès avec les nanas. Et en fait, le lundi matin, ils racontaient leur week-end. Ils disaient, ouais, je suis allé en boîte, j'ai fait ça, c'était cool, machin. Parce qu'à l'époque, les applications de rencontres, c'était en balbutiement, ça existait pas trop. C'était mythique ou vraiment les débuts de... Ouais, à l'époque, donc c'était il y a 12 ans quand même, c'était en 2008. D'accord. 13 ans même. C'était en 2008. Effectivement, le site de rencontre, c'était mythique. Et c'était vu comme le truc des trentenaires, tu vois. C'est-à-dire le 18 ans, bon, il y avait Skyblog à l'époque, mais tout le monde s'en foutait, tu vois, quoi. Et les mecs racontaient leurs soirées en boîte de nuit, etc. Ok. Et moi, j'étais profondément jaloux. J'avais envie de faire comme eux, tu vois. Je me disais, putain, ça a l'air trop bien, machin et tout. Et du coup, progressivement, j'ai essayé d'être pote avec eux, puis petit à petit, ça a marché, tu vois. Puis j'en rajoutais un peu aussi, parce que je leur disais que, ouais, quand j'allais à Gap, j'allais en boîte de nuit, etc., ce qui était pas vrai. Tu mentais? Ouais, je mentais, ouais. Est-ce que à l'époque aussi, tu mentais sur tes relations passées? Par exemple, est-ce que tu fantasmais, tu inventais des relations avec des Ah oui, femmes? bien sûr. Ouais. Ah oui, bah, allez, en fait, j'avais tellement honte de ça que j'étais obligé, tu vois. Les autres mecs sentaient que je mentais, mais en fait, j'étais à mort dans le déni et je voulais pas voir le truc, en fait. Alors que si c'était à refaire, je pense que j'aurais juste dû assumer. Moi, t'avais un peu aussi la pression sociale aussi de l'époque, t'es jeune, ok, tout le monde parlait de leur expérience, et toi, tu étais, ok, j'en ai pas, mais bon, je vais les inventer, quoi. Et donc ça a été comme ça jusqu'à 19 ans. Et en fait, le déclic, ça a été à la fin de la première année. Il y a eu ma classe de BTS, c'était dans un lycée, c'était le lycée Vauvenargues à Aix-en-Provence, et il y a eu le bal de fin d'année. Organisé, le DJ en plus, c'était un mec de ma classe. Okay. Donc là, c'était un peu THE événement. Ouais. Donc je me dis, faut absolument que j'y aille, parce que je me t'ai dit, je veux avoir ma chance, tu vois. Je sais que je peux faire des trucs, je sais que je peux y arriver, que je peux aller voir des nanas, et j'ai envie d'avoir ma chance. Je me suis dit, cette soirée, ça va être le moment. Et à cette époque, tu étais toujours un peu dans ta période geek. Est-ce que tu avais toujours des boutons? Tu te sentais toujours pas beau? Des boutons, j'en avais moins, mais je m'habillais très très mal. Je mettais des t-shirts beaucoup trop grands, j'avais des lunettes, c'était immonde. Je sais pas pourquoi je m'habillais comme ça d'ailleurs. Okay. Je faisais pas de sport, j'étais en IMC, j'étais très très maigre. Ok, ouais, parce que là, les gens te voient, tu es assez bien foutu, assez baraque. Mais ouais, si on remet dans le contexte, tu étais vraiment maigre, beaucoup moins bien apprêté, quoi. Ouais, mais j'étais mec pendant très longtemps. Hein. Là, du sport intensif, ça fait que 4-5 ans que j'en fais. Hein. D'accord. Donc en fait, là, ça fait 12 ans que je suis à fond dans la séduction. On en reparlera, mais pendant 6-7 ans, je faisais pas de sport. Donc en fait, j'étais toujours maigre. La différence, c'est juste que j'ai appris à m'habiller, à mieux me valoriser, à mettre en avant mes points forts, et puis aussi à me créer une identité. C'est tout ce qu'on fait en coaching, en fait. Très bien. Et donc le point de bascule, ça a été ce fameux bal du lycée. À ton avis, comment ça s'est passé? Je pense que ça a été catastrophique. Là, ça tu t'en doutes, mais... Tu sors de la grotte et tu vas rencontrer les fauves, qui étaient les femmes peut-être, et tu vas te prendre un mur, non? C'est quelque chose comme ça? Ouais, c'est un peu ça dans les grandes lignes. Je sais pas si t'es passé à l'action déjà, mais... Là, j'y vais avec les mecs qui avaient l'habitude des boîtes de nuit. Je me suis dit, ouais, vas-y, machin et tout. Et puis quand j'y vais, paralysie complète, peur de l'approche, tout ça, bon, les trucs que tout le monde connaît. Du coup, j'ai presque rien fait. Je crois que j'ai abordé une seule nana, ça a duré 20 secondes. En fait, je stressais tellement que j'arrivais, je fais comme ça, et ça durait 20 secondes, tu vois. Et en plus de ça, tous les autres, je crois ils ont tous chopé, sauf moi. Ah, sachant que tu leur avais déjà menti que toi tu chopais déjà. Ouais, mais ils ont vu que le masque est tombé à ce moment-là. Et je me suis senti très con. Et je me rappellerai toute ma vie. Après, c'était la fin du bal, donc on sort. Puis là, il y a un espèce de débrief entre les mecs. Et puis là, il y a le leader du groupe, le mec le plus expérimenté. Il me regarde, et j'oublierai jamais ce qu'il m'a dit, parce que c'était un point de bascule. Il m'a regardé, il m'a dit mec, merci, on sait ce que tu vaux. Comme ça. Ah, et je l'ai pris comme une humiliation. Mais je suis rentré chez moi, mais j'étais dans un état d'énervement avancé. Je me suis dit, plus jamais ça. Et à partir de là, je me suis assis sur mon PC, j'ai tapé comment séduire une fille sur Google, et c'est comme ça que, en fait, je suis tombé sur la communauté de séduction. Du coup, le premier sentiment qui t'a fait plus passer à l'action, c'est le sentiment de honte. C'est quelque chose vraiment genre, j'ai vraiment plus jamais envie de ressentir cette sensation. C'est ça. D'accord. Et du coup, quand t'as tapé là cette requête sur Internet, qu'est-ce qui est ressorti? Quelle a été la suite du processus? Alors j'ai regardé plusieurs sites de séduction qui existaient à l'époque, il y en a qui me plaisaient, d'autres pas du tout, et il y en a un que j'ai choisi qui me parlait bien, qui s'appelait Verse le jus à l'époque.
un nom un peu marrant. Ouais. Il n'existe plus aujourd'hui, c'est pas la peine de le chercher, ça n'existe plus. Et en fait, ça m'a plu. Et puis 2-3 semaines après, je me suis inscrit. Donc il y avait un forum. En fait, c'était un site avec des articles, un peu comme il y a sur Dragueur de Paris. Et il y avait un forum. Et le forum, c'est un peu ce qu'on fait aussi avec notre communauté privée, le programme de mentorat. Mais à l'époque, c'était il y a 12 ans, tu vois. Donc c'était vraiment le forum. Il était super moche, machin et tout. Mais c'était un lieu de rassemblement. Et en fait, c'est ça qui m'a frappé pour des gens qui étaient comme moi, qui avaient le même passif que moi. Et qui voulait changer de vie en fait. D'accord. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit putain, j'avais l'impression de découvrir la caverne d'Ali Baba, parce qu'en fait je tombais sur un groupe d'hommes qui avaient le même vécu que moi et qui eux aussi voulaient changer ça, tu vois. Okay. Et au début, je te cache pas que j'étais un peu perdu au début parce que en fait il y avait deux types de mecs. Il y avait les mecs qui étaient ultra débutants comme moi, et il y avait des mecs, ça faisait 1 an ou 2 qu'ils étaient là. Et les mecs, ils racontaient toutes les semaines dans ce qu'on appelle des field reports, des FR. Et en fait, ils racontaient leur récit de drague. Bon, déjà, j'étais sur le cul de voir que ça existait. C'est-à-dire qu'il y a des communautés sur Internet qui racontent leurs rencarts, leurs soirées, etc. Et les mecs faisaient des trucs de ouf. C'est-à-dire, t'en as, ils arrivaient en soirée, il y en a, ils sortaient tout seuls, ils connaissaient personne, et puis 1 heure après, ils rencontrent une nana, et puis ils concluent avec elle le soir même et tout. Et je regardais ça, je disais, putain, mais j'arriverai jamais à faire ça, c'est pas possible. Qu'est-ce qui te faisait peur dans je sais pas si c'était une peur, mais qu'est-ce qui te freinait pour dire j'arriverai jamais à faire ça? Bah en fait, il y avait un tel gap entre la situation du présent où j'ai jamais connu la moindre femme de ma vie, j'ai même pas embrassé ni pris le moindre numéro de ma vie, et le niveau de ces mecs, je me disais mais comment je vais faire? D'accord. Mais ce qui a fait la différence, c'est qu'en fait quelque part je les admirais, ces gens-là. Et j'étais envieux, je me suis donné l'objectif d'arriver à ce niveau-là, tu vois. Je me suis dit, je sais que ça va être long, j'ai aucune idée de comment je vais y arriver. J'en savais rien à l'époque, je sais pas comment je vais faire. Mais d'une façon ou d'une autre, je vais y arriver, tu vois. D'accord. Et j'ai commencé comme ça. Il y avait des formations ou des articles où c'était vraiment que des échanges avec les membres de la communauté? Il y avait que des articles, mais si tu veux, les articles en soi, bon, c'est un truc que je dis tout le temps chez Dragueur de Paris, les articles, j'ai passé mes soirées à les lire 50 fois. Ouais, ça t'apprend les règles du jeu, ça t'apprend comment ça se passe. Mais après, au-delà de ça, faut très vite aller sur le terrain. Et en fait, j'ai une progression très très longue parce qu'en fait, je traînais les pieds pour aller sur le terrain parce que j'avais peur. Et en fait, entre le moment où j'ai découvert cette communauté et où j'ai couché avec ma première femme, il s'est passé 1 an et demi quand même. Ça a été très long. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les 1 an et demi? C'est-à-dire que tu lisais, tu échangeais, mais tu ne sortais pas pour aller faire les choses. C'est parce que tu avais peur aussi de... Voilà, tu étais peut-être dans cette peur. Il y a beaucoup de gens qui font ça, peut-être que tu les vois en coaching, qui consomment beaucoup d'articles ou de formations, mais qui finalement font peu de résultats. Ouais. C'est ça. Tu repères ça, c'est pas juste typique à toi, il y a beaucoup de gens, d'accord? Oui. D'accord. Qu'est-ce qui t'a fait justement sortir de cet état-là de ok, je consomme beaucoup de contenu, je sais beaucoup sur la séduction, mais maintenant, ok, je sors, je vais faire des rencarts et je vais avoir mes premières expériences? Alors il y a eu 2 choses. La première, c'est que à l'époque, Tinder, ça n'existait pas. Ouais. Donc les seuls moyens de rencontre, c'était la rue, donc j'appelle ça le street, et la night, donc boîte de nuit, etc. Okay. À l'époque, j'ai toujours pas mis un pied dans une boîte de nuit, parce qu'en fait, les gens que je fréquentais à l'époque dans la communauté n'aimaient pas ça, tu vois. Et du coup, la mode de l'époque, c'était un peu de faire du street, d'aller aborder dans la rue. Et donc j'ai commencé par ça, mais en fait, j'ai jamais aimé ça, la drague de rue. La drague de rue, c'est aller choper des numéros. C'est aborder des femmes dans la rue et prendre des numéros, faire des instant dates, des trucs comme ça. Okay. Je me forçais à y aller. Alors ça m'a appris à désacraliser tout ce qui est peur de l'approche, etc. Tu te rends compte dans la majorité des cas, t'es bien reçu. Enfin, si t'es bien habillé, que tu fais de façon propre, tu te fais pas rejeter comme ça, quoi. C'est assez rare, quoi. Donc ça se passait bien, mais j'arrivais jamais à conclure parce qu'en fait, déjà au fond de moi-même, j'ai eu un moment à me rendre compte que j'aimais pas ça. Et c'était pas ma zone de génie en fait, tu vois, quelque part. Donc du coup, je réfléchis, je dis bon, ok, qu'est-ce que je peux faire? Et en fait, la révélation, c'était quand j'ai rencontré mon premier mentor en fait. Donc c'était sur cette communauté-là. Okay. En fait, c'est un autre mec qui me l'a présenté. Et au début, il réchignait à me rencontrer parce qu'il disait ouais, les débutants, j'ai pas trop envie, machin et tout.
Et puis j'ai insisté, puis on s'est rencontrés, puis en fait on a super bien matché et son pseudo c'était Z, c'est un mec dont je parle assez souvent, qui s'appelait Alexandre d'ailleurs aussi. C'est le meilleur qui s'appelle Alexandre. Et puis j'avais fait un petit apéro avec lui, parce que dans le sud, Aix-en-Provence, toute soirée commence par un apéro, tu vois, on commence toujours par l'apéro. Puis j'y allais, puis on a trouvé super cool, et puis à 22h, on avait 3-4 verres de vodka dans le sang, il m'a regardé, il m'a dit « Allez, viens, on sort ». Et on est sortis, puis là on a fait baptême du feu, on est tombé sur des potes à lui, etc. Et j'ai fait ma première fois dans une boîte de nuit à ce moment-là, donc qui s'appelait le Mistral sur le cours Mirabeau à Aix-en-Provence, qui est une boîte un peu assez connue dans la ville. Ouais. Et en fait, c'est là que j'ai compris. Là, j'étais dans ma zone de confort, les boîtes de nuit. En fait, à la base, je suis un gros fan de musique électronique. Et en fait, je me rappelle, premier moment, j'ai descendu l'escalier, je suis arrivé sur la piste, machin, j'ai dit, putain, je me sens comme si j'étais chez moi. J'étais bien, tu vois. D'accord. Et j'ai commencé comme ça, puis en fait, après, ce mec-là est devenu un ami au-delà d'être un mentor. Et en fait, c'est lui qui m'a tout appris. Et c'est lui qui m'a déverrouillé, en fait. Donc c'est pour ça que je dis toujours aux personnes qui s'intéressent à la séduction qu'il faut pas se contenter de lire des articles. Faut se rapprocher d'autres personnes qui vont vous tirer vers le haut. C'est pour ça que j'ai créé la communauté de mentorat. Ça vient dans ce sens-là, tu vois. Okay. Pour justement faire passer les gens à la pratique et pour qu'ils apprennent vite, pour qu'ils progressent vite. Okay. Mais du coup, là, tu as eu ta première expérience, donc tu as couché avec la première fille à cette soirée? Non, pas à cette soirée, non. C'est venu plus tard. D'accord. Mais assez rapidement, tu as réussi à avoir tes premières expériences et à coucher, ou ça a duré? C'est 2 mois après, je crois. Un truc comme ça. C'est assez rapide sur le temps, 1 an et demi où tu n'as rien fait après, où tu as commencé à faire des choses, c'est assez court parce que on voit l'accélération, quoi. Mais maintenant, on va peut-être passer un peu vite parce qu'on comprend peut-être que tu vas avoir côtoyé cette communauté, tu vas continuer à faire tes expériences et à prendre ton expérience. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque peut-être tu es monté sur Paris? Déjà, c'est à quel moment que tu es arrivé sur Paris? Alors, c'était en 2016, mais avant, il s'est passé un autre truc dont je parle aussi. Donc voilà, 2008, c'était où je m'intéresse à la séduction. Et en fait, assez rapidement, donc entre le moment où je fais ma première fois, il se passe 6 mois, et après 6 mois après, en fait, je rencontre celle qui était ma première copine. Ah. Et en fait, j'étais en couple pendant 3 ans. D'accord. Donc à ce moment-là, j'ai complètement arrêté séduction. Tu l'as rencontré en soirée En soirée, ouais. D'accord. En soirée. À l'époque, j'étais pas du tout sur les sites de rencontre, puisque encore une fois, c'était Tinder n'existait pas, toutes les applis Apple Bumble non plus. Adopt un mec, c'était perçu à l'époque, c'était perçu comme un site ringard. Et le seul site qui marchait bien, c'était Mythique, et c'était vu comme le site des trentenaires. Donc en fait, à l'époque, j'avais aucune possibilité d'en savoir, parce que si Tinder existait à l'époque, le truc, j'aurais poncé, tu vois, quoi. Okay. Quel était un peu, on va dire, le type de femme que tu sais? Est-ce que c'est des femmes qui te plaisaient vraiment bien, ou est-ce que tu espérais toujours un peu mieux par rapport à ce que tu réussissais à séduire? Alors, celle avec qui j'étais en couple en 3 ans, c'était pile mon type de femme. Et puis avant, c'était... je l'avoue, c'était un peu aléatoire. C'est-à-dire, il y en a qui me plaisaient pas tant que ça, mais je me forçais un peu pour l'expérience. Et il y en a qui me plaisaient beaucoup, et en général, c'est sur celle-là que je faisais un one it is, donc ce qu'on appelle une obsession amoureuse, quoi. D'accord. Mais celle avec qui j'étais pendant 3 ans, ouais, ça a pas été une relation par défaut du tout. C'était pile le type de femme que je voulais. Donc tu as eu l'objectif pour lequel, parce qu'on n'a peut-être pas parlé, la base, pourquoi, si on en a parlé un peu, pourquoi tu t'es lancé dans la séduction, c'est parce que tu voulais rencontrer l'amour, c'est ça, ouais. D'accord. Et donc là, tu as atteint ton objectif après à peu près combien de temps dans la communauté de séduction? Au total, 2 ans, quoi, un truc comme ça. 2 ans. Pendant 1 an et demi, en fait, j'ai pas eu de résultat. Donc en 6 mois, tu as eu une ascension fulgurante jusqu'à atteindre vraiment genre... Ouais, grâce à mon premier mentor, en fait, il m'a débloqué, tout simplement. Okay. À partir de là, ça allait. Puis là, j'ai eu, on appelle ça des FC dans la communauté. Donc quand tu couches avec une femme, on appelle ça un FC. À partir de là, j'ai eu mes premiers FC. J'ai dû en avoir 6 ou 7, je crois, avant de rencontrer ma première copine. Okay. Et du coup, avec cette fille que tu as rencontrée, qui est devenue ta copine, comment s'est passé le début de la relation avec elle? Au début, j'avais un peu peur, parce qu'en fait, j'étais habitué aux femmes qui disparaissent du jour au lendemain, au bout du premier ou du deuxième date, donc j'avais un peu peur de ça. Et au bout de 1 ou 2 mois, on a switché sur une vraie relation. À partir de là, ça allait, en fait. Et pendant ces 3 années-là, j'ai un peu déconnecté de la communauté. Je voyais toujours les personnes que j'ai rencontrées en communauté qui sont ensuite devenues des amis très proches. On est toujours amis aujourd'hui. Mais ces 3 années, j'étais vraiment focus sur le couple et je me voyais faire ma vie avec
à l'époque. Donc c'était 3 ans où j'étais très heureux, à part les 6 derniers mois où c'était très tendu. Mais sinon, c'est les 2 premières années et demie, j'avais exactement ce que je voulais. Tu vois, quoi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé les 6 derniers mois? On va dire, il y aurait plein de trucs à dire, mais pour faire très simple, le point principal, c'est qu'elle avait 3 ans et demi de plus que moi. Donc à l'époque, j'avais 22 ou 23 ans, un truc comme ça. Elle avait 26, 27. D'accord. Et en fait, elle voulait avoir les enfants, etc. Moi, j'étais pas prêt à ça. J'étais pas du tout prêt, et c'est en bonne partie pour ça que ça s'est fini, quoi. D'accord. Du coup, c'est comment se fait la transition après quand tu es en couple et tu deviens célibataire après 3 ans de couple au final? Déjà, il faut comprendre comment ça s'est fini. En fait, on a eu une première rupture. D'accord. En fait, j'ai été trompé, tout simplement. Et sauf qu'avec ce mec-là, avec qui m'a trompé, ça s'est pas passé comme prévu, donc elle est revenue vers moi après. Bon, là, je te récite vraiment en version courte. Ouais. Et sauf que moi, entre-temps, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, et donc du coup, après, j'ai eu droit à tout, lettres, supplications, etc. Mais comme j'étais encore amoureux, j'ai craqué, on s'est remis ensemble. Et après, ça a duré 4 mois de plus. Et entre-temps, elle a rencontré un autre mec, sauf que là, elle a bien pris son temps pour être sûre que cette nouvelle relation... T'as à nouveau trompé ou... À nouveau, ouais. Deuxième fois. D'accord. Et puis, quasiment une semaine, je crois, à l'anniversaire des 3 ans, on s'est rencontrés. Du jour au lendemain, elle m'envoie un texto, elle me dit oui, faut qu'on parle. Okay. Donc on s'appelle, au téléphone, elle me dit c'est fini, quoi. Et comment tu l'as vécu? Mal, je pense, hein, mais Très c'était mal. quoi le plus gros sentiment que tu avais par rapport à cette situation-là? Une trahison. Une trahison? Je me sentais trahi. C'était une femme avec qui je me voyais vivre sur le long terme. Qui j'avais toute confiance, qui je pensais à demander en mariage et tout, tu vois, mais je l'ai vraiment très très mal vécu. Après, en analyse a posteriori, j'ai aussi mes parts de responsabilité, hein, c'est jamais unilatéral, donc ça je l'ai compris sur le très long terme, mais sur le moment, j'étais énervé. Hein, Et comment tu l'as géré du coup le après? Parce que j'ai cru comprendre du coup que tu avais rencontré une fille à la première rupture. Est-ce que tu as pu transitionner rapidement vers une continuité dans la séduction ou tu as eu un petit moment de break en fait après cette juste ce qu'on appelle une traversée du désert en fait. D'accord. Pendant un an et demi. C'est-à-dire pendant un an et demi en fait, je me suis un peu forcé à rencontrer d'autres femmes. Et déjà, le cœur n'y était pas. Et puis 2, en fait, en 3 ans, j'avais complètement perdu tout ce que j'avais appris avant, quoi. J'avais perdu les bases, machin. Retour à la case départ, en fait, quelque part. Donc du coup, il a fallu que je réapprenne de zéro, que je retrouve un nouveau mentor, parce qu'à l'époque, je voyais plus, parce que Z, il avait déménagé, donc il s'est mis en couple aussi, donc je le voyais plus. Donc j'ai rencontré une autre personne après qui a été mon second mentor. Et puis, il a fallu que je réapprenne tout, quoi. Tu es en train de dire là que la séduction est une compétence qui peut se perdre très rapidement dès qu'on ne la pratique plus pendant une longue période, en fait. En fait, une des erreurs aussi que j'avais fait dans cette relation de couple, c'est penser que ta copine est acquise, en fait. D'accord. Alors, j'y ai pensé la première année, parce que tu fais gaffe, et puis après, quand tu vois que ta relation elle commence à durer très longtemps, tu baisses ta garde, tu fais plus gaffe, tu dis bon, c'est tranquille, c'est acquis, machin et tout. C'est en partie aussi pour ça aussi que ça s'est fini. C'est pour ça que je dis tout le temps, en fait, le taf que tu fais en séduction, ce que tu apprends en séduction, c'est un taf de long terme, en fait. Ça va te servir toute ta vie. Et même dans tes relations de couple. Ouais. Une erreur que je vois souvent, c'est par exemple des coachés qui arrivent chez nous, qui s'intéressent à fond pendant 2-3 mois à la séduction, qui trouvent une copine, qui arrêtent complètement. En général, dans les 6 mois, 1 an après, tu les vois revenir. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas compris que la séduction, c'est une compétence qui va leur servir toute leur vie, et c'est une compétence qu'ils doivent entretenir. Et c'est un truc que je dis tout le temps, c'est 100 fois plus difficile de garder une femme sur le long terme dans une relation de couple que de coucher avec une inconnue en boîte de nuit. Pourquoi ? Ou même sur le site de rencontre. Pourquoi ? Parce que tu peux faire ce qu'on appelle le reset. C'est-à-dire, ok, ça n'a pas marché avec elle, c'est pas grave, il y en a une autre. Tu switches, tu passes d'une femme à une autre. Mais quand tu es dans une relation de long terme, tu vois la même personne tout le temps. Chaque semaine, tu la revois. Donc si tu fais une connerie, tu dois assumer tes conneries. Et c'est beaucoup plus dur, tu vois. D'accord. Donc c'est hyper intéressant de comprendre parce qu'au final, tu as vécu un peu la même expérience que beaucoup d'hommes qui viennent chez Dragueur de Paris. Je suis le premier qui a vécu exactement presque la même expérience que toi. Comment s'est fait un peu, de manière assez rapide, ton évolution jusqu'à, peut-être au niveau de ton activité professionnelle,
Pas jusqu'à Paris même, parce que c'est là qu'il y a eu le... Ouais. En fait, comme je t'avais dit, il y avait la traversée du désert pendant 1 an et demi. Ouais. Puis à ce moment-là, il y a eu l'apparition de Tinder compagnie. Okay. Et ça a été un peu un game changer, parce que avant, pour rencontrer des femmes, t'étais obligé d'aller dans la rue, ou d'aller en boîte de nuit ou en bar. Ouais. Le problème, la rue, j'aimais pas ça, donc j'en faisais pas. Et le problème des boîtes de nuit et des bars, c'est que c'est extrêmement chronophage. C'est-à-dire, quand tu fais une soirée, par exemple, le samedi soir, le dimanche, t'es KO toute la journée. Donc c'est très très chronophage. Et en fait, les applis de rencontre, ça a un peu changé la manière dont on fait la rencontre, parce que c'est devenu beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile, du moment que tu te valorises. Ce qu'à l'époque, je ne savais pas faire, parce qu'à l'époque, comme tout le monde, c'est-à-dire j'avais le réflexe, c'est-à-dire je me prenais un selfie comme ça, je mettais sur mon profil Tinder et j'attendais que les matchs tombent du ciel. Évidemment, comme tout le monde, c'était déjà le cas à l'époque, c'est toujours le cas aujourd'hui, j'avais 0 match en faisant ça. Donc c'est comme ça que je me suis intéressé à notamment tout ce qui est look, etc. Donc revalorisation. À l'époque, je faisais toujours pas de muscu, hein, je rappelle. Se valoriser, se créer une identité forte pour sortir du lot, tout le taf qu'on fait en fait dans nos coachings. Et c'est grâce à ça que j'ai pu commencer à faire beaucoup de rencontres sur les applications. Donc là, c'est quand t'es arrivé sur Paris. Ou est-ce que c'est un peu avant et puis après ça a accéléré après. D'accord. En quelle année à peu près cette transition sur Paris? Paris, je suis arrivé en septembre 2016. D'accord. Et avant ça, pendant à peu près 1 an et demi, je me suis intéressé à fond sur Tinder et je suis passé, comme tout le monde, du 0 match machin à je sais pas, 10 matchs par jour et 2 ou 3 rendez-vous par semaine, tu vois, des trucs comme ça. Tu conclus pas à chaque rendez-vous, mais derrière ça te fait beaucoup de rencontres, quoi. Et qu'est-ce que ça t'a apporté là, toutes ces rencontres? Quel est le sentiment? Est-ce que c'était plutôt juste du plaisir de passer du bon moment avec des femmes? Est-ce que c'était vraiment tu t'es galvanisé par le fait, ok, j'ai atteint, j'ai quelque chose que les autres n'ont pas? C'était quoi un peu qui te motivait à faire tous ces rendez-vous? C'était en bonne partie trouver mieux que ma première copine. D'accord. Parce qu'en fait, quand j'ai eu ma première copine, j'avais connu que 6 ou 7 femmes, quelque chose comme ça, avant. Donc en fait, j'avais pas énormément d'expérience. D'accord. Et à l'époque, je me suis dit, putain, c'est la femme de ma vie, etc. Et après, j'ai rencontré beaucoup d'autres femmes. Et en fait, ça m'a permis de comprendre de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui me plaît vraiment, qu'est-ce qui me plaît pas, dont je veux plus. D'accord. Parce qu'en fait, à chaque fois que tu rencontres une femme, ce qui est extraordinaire, c'est que chaque femme est complètement différente, en fait. Et tu t'en rends pas compte quand t'as pas beaucoup d'expérience. Et quand t'as beaucoup d'expérience, tu te rends compte qu'il y a une diversité énorme. Et par exemple, je me suis rendu compte, j'avais pas beaucoup d'expérience sexuelle à l'époque de ma première copine. Et quand j'ai connu toutes ces femmes, je me suis rendu compte que le sexe, en fait, c'est ultra diversifié. Et qu'en fait, il y avait des trucs, putain, si j'avais pas vu ça, j'aurais rasé ma vie, quoi. Des fois, tu tombes sur des nanas où t'as une compatibilité sexuelle de malade, où tu fais des trucs de ouf. Et en fait, toutes ces expériences te permettent de prendre conscience de ça. Et c'est pour ça, moi, j'encourage toujours toutes les personnes qui me suivent à faire leur expérience avant de se mettre en couple, pour savoir ce qui existe, pour pouvoir mieux choisir. Un peu comme quand tu vas faire choisir une voiture. Par exemple, si la seule voiture que tu as conduite dans ta vie, c'est une Clio, tu vas te dire, bon, les Clio, c'est super. Ouais, et si demain tu as conduit, je sais pas, je suis pas trop voiture, mais une Dacia, une Ferrari, une Lamborghini, une Porsche, une Tesla, une machin, là tu découvres d'autres univers et t'apprends à te connaître, en fait. Il y a aussi peut-être ce phénomène que t'as moins envie, après, t'as pas envie de changer de voiture tous les ans parce que t'as déjà testé les autres, ouais. Tu sais que celle-là te convient très bien et que t'es juste bien avec, et au final, tout va rouler et la relation... c'est la métaphore est un peu floue, mais là, genre, si on parle de relation, la relation va couler d'elle-même si on a fait nos expériences. Ouais. Donc, est-ce que après avoir fait toutes ces expériences, est-ce que tu as envisagé un couple dans les années qui ont suivi? Est-ce que tu as réussi à retrouver quelqu'un? Oui, mais avant ça, je voulais profiter de cette période pour vraiment me faire une grosse expérience. D'accord. En fait, je vois ça, encore une fois, c'est un objectif personnel, tout le monde n'est pas obligé de l'avoir, mais dans ma tête, je voulais cocher la case. J'ai vécu une période d'abondance pendant plusieurs mois, machin. Et par exemple, tout à l'heure, tu me disais mon arrivée à Paris, donc en 2016. Ouais. En fait, c'est pour 2 raisons que je suis venu à Paris. Il y avait une des raisons, c'était mon taf, quand en fait, j'étais ingénieur pendant 10 ans. Et en fait, ça a été un changement de boulot, changement d'employeur, etc., où je suis passé sur un poste de chef de projet. Donc ça, c'est la première raison.
Et deuxième raison, parce qu'en fait, Paris, c'était un peu l'Eldorado du dragueur, quelque part. Aix-en-Provence, c'est une ville très difficile pour faire des rencontres. Et Paris, en fait, c'est un peu l'endroit où les choses se passent, tu vois. Ouais. Et je m'étais dit, faut absolument que je me fasse une période là-bas, parce que je sens que j'en ai besoin, je sens qu'il faut que je fasse au moins une fois pour ensuite passer à autre chose, tu vois. D'accord. C'est pour ça que je suis arrivé à Paris en 2016. Et du coup, ta venue à Paris n'était pas seulement motivée professionnellement par des devoirs, mais aussi parce que tu en avais envie de faire tes expériences aussi au niveau de la section. Et c'est ça qui est marrant, parce qu'en fait, quand je quittais le sud de la France pour aller à Paris, il n'y a personne qui a compris. Tout le monde me disait mais pourquoi tu vas à Paris, il fait moche, c'est nul et tout. Moi, je leur disais c'est pour le boulot, machin et tout. En fait, t'as une raison underground, c'est la drague, quoi. C'est ça. Mais j'ai une question, parce que là, tu parles justement d'underground. Ouais. Est-ce que tes expériences dans la séduction, tu en parlais autour de toi, à ta famille, à tes amis, en dehors du groupe de la séduction? Mes amis, oui, ma famille, assez peu. J'avais pas forcément envie d'en parler avec ma famille. Enfin, je sais pas, ma mère par exemple, avec qui je suis très proche, elle savait que je papillonnais, mais je lui donnais aucun détail. Et tes amis, comment ils ont pris cette... Je te parle de ceux qui n'étaient pas dans la sélection de base, parce que j'ai compris qu'il y en a beaucoup qui ont été... Beaucoup de tes amis qui viennent de cette communauté, mais ceux qui n'étaient pas, comment ils ont pris cette... Quand tu leur dis, ok, je me forme en séduction? Il y en a très peu à qui je l'ai dit. D'accord. Parce qu'en fait, quand tu dis aux gens, je me forme à séduction, tout de suite t'es jugé, on va dire, la séduction, machin et tout. Donc, tout de suite tu vas te faire juger, donc j'en parlais à très peu de gens. Ouais. Et le peu que j'en parlais, la majorité des réactions, c'est cool, c'est sympa, ils s'en foutent. Ouais. Et quelques-uns qui, tout de suite dans le jugement, ils vont te faire des critiques dans tous les sens. Et bon, là, une fois que t'as compris, tu leur dis plus rien, tu vois. Oui, et j'évitais de leur en parler parce que on a souvent une vision péjorative de la séduction. Et c'est pour ça que j'évitais d'en parler, en fait. J'avais pas forcément envie de débattre et d'argumenter pour expliquer mes raisons, puisque ça me prendrait 1 heure pour expliquer. Donc, je préfère ne pas en parler, tu vois. Ok. On a bien compris un peu tes motivations, les émotions qui t'ont poussé un peu à faire toutes tes expériences et à progresser jusqu'à en 2016 déjà, ce qui fait presque 10 ans, je crois que c'est à peu près 8-9 ans d'expérience en séduction. Je sais que tu as atteint un niveau qui soit plutôt convenable. Est-ce qu'on peut parler comment tu t'es tourné un peu vers le coaching en séduction? Qu'est-ce qui t'a poussé un peu à essayer de partager ton expérience que tu avais acquise après avec toutes tes aventures? Alors, plusieurs choses. Donc, comme je te disais, arrivé à Paris octobre 2016. Et à partir de là, j'ai fait ce que je voulais faire. Et en fait, pendant 6 mois, j'ai fait que ça, en fait. Site de rencontres, je sortais tous les samedis soirs, le machin. J'ai fait que ça pendant 6 mois. J'ai vécu ce que je voulais vivre. Et en fait, vers avril 2017, un truc comme ça, j'ai atteint un point de saturation, c'est-à-dire objectif atteint, j'avais plus envie en fait. D'un coup, j'ai arrêté de rencontrer d'autres nanas. Je me dis, j'aimerais bien me remettre en couple à ce moment-là. et j'ai eu beaucoup de chance parce que, je sais pas si c'est de la chance, mais à ce moment-là, en fait, très rapidement, quelques semaines après, j'ai rencontré 2 femmes différentes avec qui je me projetais en couple pour les deux. Les deux étaient très différentes, tu vois. Ouais. Et en fait, je suis sorti avec les deux en même temps pendant 3 mois. Il y en a une qui était au courant, l'autre non. et celle qui était au courant, c'est celle qui est devenue ensuite ma copine. Et en fait, je suis sorti avec les deux pendant 3 mois parce qu'en fait, ces deux femmes étaient des femmes extraordinaires et en fait, j'étais absolument incapable de choisir. Les deux étaient au top, quoi. Et je savais pas quoi choisir. Même à tel point, c'est une fois, j'ai fait venir un de mes meilleurs potes, il habitait à Paris et je l'ai fait rencontrer alternativement les deux. C'était un de mes meilleurs amis. Il a rencontré alternativement les deux. Puis après, on se revoit. Je lui dis, il s'appelait Sébastien. Je lui fais le bonjour s'il regarde la vidéo. Et puis après, je lui fais, Seb, t'en penses quoi alors? Puis là, il me regarde et fait, t'es pas dans la merde. Okay. Parce qu'en fait, lui non plus, il savait pas bien. Il m'a dit, en fait, les deux sont très différentes et top en même temps. Et il m'a dit, je sais pas. En fait, t'avais atteint un tel niveau de séduction que t'avais vraiment 2 pépites dans ce que tu recherchais. Ouais. Et les deux, dans d'autres circonstances, tu aurais pu t'envisager un couple avec elle. C'est ça. Ce qui est assez... Et en fait, je dis toujours, c'est un dicton d'ingénieur, c'est en fait quand tu n'arrives pas à prendre une décision, c'est qu'il te manque des éléments. Donc moi, je pensais qu'il me manquait des éléments, donc je me dis, je vais laisser faire le temps, tout simplement. Et avec le temps, en fait, ma préférence s'est dessinée pour une, et c'est celle qui est devenue ma copine. Et en fait, ça c'est au bout de 3 mois, naturellement, je me suis mis avec.
Et à ce moment-là, bah, j'ai complètement arrêté la drague. J'avais pas dragué d'autres nanas. Là, je me dis, bon, je fais quoi? Parce que, allez. T'étais en CDI aussi à l'époque, non? Ouais, j'étais en CDI et puis aussi, en dehors du travail, je faisais que draguer en fait. Je faisais que ça. Je faisais un peu de photos aussi parce que j'étais passionné de photos, mais je faisais que ça. Donc du coup, abandonné les jeux vidéo complètement. Ouais, ça faisait des années que j'avais. En fait, quand je me suis intéressé à la séduction, j'ai commencé à arrêter progressivement et voilà, tous les jeux vidéo Star Wars machin, j'ai arrêté. je regarde toujours Star Wars. Donc, du coup, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Ben, je me dis, qu'est-ce que je fais? Et je me dis, bah tiens, toute cette expérience serait dommage de ne pas en faire profiter d'autres personnes. Et c'est comme ça que j'ai créé un blog qui s'appelle, au départ c'était un blog qui s'appelle Dragueur de Paris, et j'ai commencé comme ça en fait, tout simplement. Et quelle était un peu ta démarche? Tu voulais partager ton expérience aux mecs qui voulaient bien t'entendre, ou est-ce qu'il y avait un peu une démarche que je veux aider le maximum de personnes, vraiment proactive, ceux qui étaient comme moi, je vais leur faire profiter? En fait, je voulais faire profiter de cette expérience que, factuellement, il y a combien de mecs en France qui ont une expérience comme ça? 10, 15 maximum. Enfin, il y en a pas beaucoup. Je me dis, ce serait un gâchis que d'autres personnes n'en profitent pas, tu vois. Après, il y a aussi quelque chose qui ressort un peu de ton récit, c'est que il y a des mecs qui ont les mêmes expériences que toi, entre guillemets, au niveau aventure, mais c'est des mecs qui n'ont jamais eu à bosser sur eux-mêmes, parce que c'est très rare, c'est des mecs comme ça aussi, hein, mais qui sont déjà très beaux gosses et qui sont déjà demandés, donc ils ont moins d'efforts à faire. Alors que toi, c'est vrai que tu pars de zéro et tu as vraiment atteint un niveau qui... tout à l'heure, c'est quand on disait, ouais, j'ai eu un an et demi à avoir mes premiers résultats, machin aussi, un truc qui a beaucoup miné ma progression et je me bats beaucoup contre ça, c'est qu'à l'époque, il y avait déjà des coachs en séduction qui existaient. Ça existait déjà. Mais ils avaient tous le même profil, c'est-à-dire c'était tous des putains de beaux gosses. Et les mecs, ils avaient jamais eu aucun problème de leur vie à séduire une femme. Jamais. Peu importe ce qu'ils vont te dire, ils vont te montrer leurs photos d'avant, je suis désolé, ça se voit. Les mecs, ils avaient pas de problème. Et à l'époque, j'écoutais, il y avait que des mecs comme ça, donc en fait, j'écoutais leurs conseils, j'essayais de les appliquer, mais en fait, ça marchait pas. Ça marchait pas parce qu'il manquait plein de choses, tout le taf de valorisation qu'on fait chez Dragueur de Paris, et ça, ils en parlaient jamais. Parce que pour eux, c'était une seconde nature, parce qu'ils avaient ça en eux, les mecs ont toujours été beaux gosses, tu vois, ce qui était pas mon cas. Ouais. Et c'est pour ça que très vite, quand j'ai commencé les coachings, j'ai mis l'accent sur ça. C'est pour ça que j'ai commencé par la photographie, par faire la revalorisation des personnes, parce que je sais très bien que tout commence par là, tu vois. Un mec qui sait pas s'habiller, qui ressemble à rien, il peut apprendre plein de techniques de séduction, et ça va être ultra galère pour lui. Alors que s'il commence par ce travail de revalorisation, ça va être 100 fois plus facile en fait. Et c'est comme ça que j'ai fait mon marqueur de différence en fait. C'est tous les mecs qui ressemblent à des beaux gosses. Moi je dis non, avant j'étais comme vous. Et je prends frontalement le contre-pied de ce que disent les mecs. Je leur dis on va d'abord commencer par un travail de revalorisation. Parce que ça sert à rien d'appliquer les techniques que tu trouves sur YouTube, qui en plus elles marchent pas toutes, si tu fais pas ce travail de revalorisation avant. Tu vas avoir très peu de résultats. D'accord. Et comment s'est passé un peu le début de ton activité, parce que tu avais toujours en CDI, tu étais en couple. Ouais. Est-ce que c'était quelque chose que tu faisais sur les week-ends, sur ton temps libre, c'est ça? Ouais, c'était les week-ends. Ouais. D'accord. Et du coup, c'était du coaching en direct avec des mecs. Quelle est la promesse que tu leur faisais à l'époque? À l'époque, j'étais déjà focus sur Tinder. En fait, la promesse, c'était d'avoir des matchs sur Tinder. Tu vois. C'est toujours la promesse d'aujourd'hui, mais sauf qu'aujourd'hui, on va beaucoup plus loin. C'est-à-dire, je dis toujours un coaching, avoir des matchs, c'est bien, mais les personnes qui viennent chez nous, c'est pas juste pour avoir des matchs. Parce qu'avoir des matchs, c'est juste une notification sur ton téléphone. C'est pas ça qui va faire que une femme va être intéressée par ce que tu dis, qu'elle va avoir envie de te rencontrer, qu'elle va coucher avec toi, qu'elle va être en relation longue avec toi. Il y a plein de choses, tu vois, derrière. Mais au début, je commençais par ça, c'est-à-dire avoir des matchs sur Tinder. Et comme je faisais de la photographie, je dis je vais vous prendre en photo et on va faire de la revalorisation. Et comment s'est passé un peu tes premiers coachings? Est-ce que c'était un peu laborieux ou est-ce que ça s'est tout de suite bien passé et tu as réussi vraiment à appliquer ce que tu avais appris avec les membres que tu coachais? Non, ça s'est bien passé globalement. Après, j'ai un peu changé de typologie de clients aussi, parce qu'au début, les premiers clients que j'avais, c'était surtout des étudiants. Parce qu'à l'époque, j'étais vraiment pas cher, tu vois, et en fait, j'accompagnais des étudiants.
Puis ensuite, on a monté en gamme, on fait beaucoup plus de choses dans nos accompagnements. Et là, aujourd'hui, je travaille beaucoup plus avec des ingénieurs, des cadres et aussi des chefs d'entreprise et entrepreneurs. C'est intéressant là, ce que tu disais, parce que tu as un peu évoqué tout au long de ton récit, mais on a l'impression que ton travail et un peu ton mindset d'ingénieur a beaucoup servi dans ta progression en séduction et aussi dans ta manière de visualiser la séduction. Est-ce que tu peux nous donner un peu des manières concrètes comment, pour toi, ton mindset d'ingénieur t'a aidé à tacler justement les problèmes que tu as pu aborder Alors, le mindset d'ingénieur, pour être franc, ça m'a pas aidé pour mieux séduire moi. Au contraire, ça a été un frein. D'accord. Parce qu'en fait, le mindset d'ingénieur, c'est méthode, technique, pragmatisme, etc. Et c'est pas ça qui t'aide en séduction. Ce qui t'aide en séduction, c'est apprendre à dégager de l'émotion, du charisme, etc. C'est ça qui va t'aider. Par contre, le mindset d'ingénieur, ça, effectivement, c'est une grosse différence. C'est pas moi qui le dis, c'est nos clients par rapport à ce que font d'autres personnes. C'est d'avoir une approche méthodique avec mindset d'ingénieur, mais surtout bien comprendre, ça c'est un truc que tu apprends en école d'ingénieur, bien comprendre le problème avant d'être focalisé sur la solution. D'accord. Ça c'est un truc que je fais tout le temps en coaching, c'est-à-dire souvent les mecs, quand je fais des entretiens au téléphone, les mecs ils débarquent et ils disent « Ouais, moi mon problème c'est la peur de l'approche, donc j'ai juste besoin de techniques d'approche et après, tranquille, c'est bon, machin ». Et en fait, quand tu creuses, tu dis, ok, bon, attends, avant de parler de la solution, on va parler du problème. Et puis là, tu parles pendant une bonne demi-heure du problème de la personne, tu te rends compte qu'il y a beaucoup d'autres choses, en fait. Et en fait, tu peux pas résoudre un problème tant que tu l'as pas compris. Ça, c'est un truc que j'ai appris en école d'ingénieur, c'est-à-dire comprendre le problème, c'est 50% de sa résolution. Déjà, si t'as compris le problème, tu l'as moitié résolu, en fait. C'est le premier truc que t'apprends en école d'ingénieur. Et j'ai appliqué ça dans la séduction. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même à l'époque, ce qui va aussi te différencier des autres coachs, c'est que tu as utilisé un peu ton mindset d'ingénieur pour comprendre les problèmes des mecs et pouvoir adresser la bonne solution au bon problème. Et d'avoir une approche structurée surtout, de faire les choses dans l'ordre, pas partir dans tous les sens avant de dire ok, les techniques de séduction, on va d'abord commencer par la base. Donc ce qu'on fait en coaching, le premier truc qu'on fait, c'est le relooking et le shooting photo. Pourquoi ? Parce que c'est le travail sur l'externe, l'enveloppe extérieure. Et c'est seulement après que tu vas t'intéresser à l'interne. Par exemple, une de mes méthodes phares qui s'appelle le GNQ, on peut en reparler. Ça vient après. Parce que si t'as pas cette base-là, ça ne sert à rien, tu vois. Pareil, tu vas regarder sur des vidéos YouTube, il y a plein de vidéos genre comment sexualiser en 10 secondes sans effort, machin, tous les mecs qui débarquent, machin, avec leurs techniques comme ça. Mais ça, si t'as pas les bases consolidées, ça ne marche pas. D'accord. Et c'est pour ça que tous les mecs qui écoutent des vidéos YouTube n'ont pas de résultats, parce que ça suffit pas en fait. Quels seraient tes conseils justement pour ces mecs-là qui regardent des vidéos YouTube et qui justement aimeraient passer à l'action et avoir un peu ta progression, mais pas avoir 10 ans pour progresser. Je dis toujours, c'est en fait dans la vie, t'as toujours le choix entre deux options, quel que soit ton domaine d'ailleurs. Je pourrais parler d'ailleurs d'une anecdote avec la photographie. T'as le choix entre apprendre par toi-même, tu vas y arriver, ça va être très long. D'accord. Ou alors tu veux des résultats rapides, tu veux progresser rapidement, et là tu te fais accompagner par quelqu'un. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas d'autre solution que ça. Je te prends un exemple avec la photographie. Au début, quand je commençais, j'apprenais par moi-même. Pendant 2 ans, j'ai fait beaucoup d'expérimentation. À l'époque, je me trouvais bon. Mais là, quand je regarde mes premières photos, je les trouve infâme. Mais vraiment, je trouve 1 milliard de défauts. Et en fait, ce qui m'a fait progresser, c'est la fois où j'ai pris un cours de photographie avec un mec qui était photographe chez Chanel, photographe dans les marques de luxe, machin. Donc le mec du bagage, quoi. Ouais. C'était un cours photo de 3 heures en privé avec une autre personne, donc on était 3. Et ce cours m'a plus fait progresser que 2 ans d'expérimentation hasardeuse par moi-même. Et là, j'ai compris que, ok, tu fais appel à quelqu'un, ça coûte cher, oui. Mais tu vas gagner des années. Ouais. Et depuis, je fais ça pour tout. Par exemple, pour la photographie, après j'ai repris d'autres cours derrière. C'est comme ça que j'ai atteint un niveau qui me convient aujourd'hui en photographie. Et c'est pareil pour tous les domaines dans la vie. Donc pour la séduction, c'est choix entre 2 possibilités. Soit apprendre par toi-même, ça va être très long. Ou alors résultat rapide. Et là, faut prendre l'accélérateur, prendre l'autoroute, quoi. Y a une autre chose qui m'a beaucoup plu chez toi, et moi c'est la raison principale pour laquelle je suis devenu client. Le côté ingénieur est très bien pour le côté structuré, mais j'ai pas trop un peu moi ce mindset là. Moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'était ton franc-parler. Ouais.
D'où te vient un peu ce franc-parler? Parce qu'il faut remettre un peu dans le contexte. À l'époque, il y a 3 ans, tu étais très cru dans ce que tu disais, non? Quelles étaient les Je suis choses... toujours un peu. Un peu? Un peu moins, mais... Un peu moins. Mais d'où te vient un peu ce franc-parler, ce direct? Tu dis les choses sans prendre des pincettes, sans utiliser un langage trop. D'où te vient ça déjà? Bon, déjà, il y a une part de personnalité, forcément. En partie. Il y a aussi parce que, en fait, quand je m'intéressais à la séduction, au début, tu sais, comme tout le monde, tu regardes des articles sur Google, machin. Moi, ce qui m'agaçait à l'époque, c'est que tu lis plein de contenus qui tournent autour du pot. En mode, il faut être gentil, il faut prendre son temps, tous les trucs comme ça, tu vois. Et en fait, j'ai perdu tellement de temps à cause de ça, qu'aujourd'hui, je considère que c'est un devoir pour moi de dire les choses aux gens, d'être franc et d'aller droit au but, tu vois, comme on dit à l'OM, droit au but, tu vois, quoi. Et, Pas trop ensemble, mais... ouais, et je considère que c'est un devoir, tu vois. Alors effectivement, il y a des gens qui ont un peu de mal avec ça. Mais l'intention derrière, c'est de faire gagner du temps. Alors après, les gens ça arrive, hein, des fois j'accompagne des clients qui aiment pas le franc-parler. Bon là, tu prends des pincettes, t'adoucis ton langage, tu vois, ça fait partie du coaching aussi. Mais ouais, ça c'est la deuxième raison. Ça me cassait un peu les burnes, les gens qui tournent autour du pot. Ouais, je dis toujours, si tu tournes trop longtemps autour du pot, tu risques de jamais y rentrer. Moi je dis, moi le pot, je shoot dedans. D'accord. Voilà. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut être déstabilisé, c'est que tu racontes vraiment tes expériences, peut-être moins là, mais en tout cas dans tes articles on le sent beaucoup plus. Tu racontes vraiment tes expériences sexuelles, tu racontes aussi tes expériences, genre voilà, comme tu le dis, de femmes en même temps, tu vas pas prendre des pincettes pour le dire. C'est quelque chose qui vaut la reconnaissance des clients, mais qui va aussi peut-être t'engendrer peut-être des polémiques, non? Potentiellement, oui, mais après, je vais te dire un truc, c'est en France, tu dis un truc, t'as toujours des mecs qui vont te critiquer. Toujours. Même si tu fais, on va dire, la technique François Hollande, t'essayes d'être le mec qui fait plaisir à tout le monde, tu vas te faire critiquer derrière. Donc en fait, quoi que tu dises... En fait, à une époque, j'avais pris conscience de ça, je me dis, bon, peut-être je devrais adoucir, machin, pour plaire à tout le monde. Et en fait, quand tu te rends compte que quoi que tu dises, t'as toujours des mecs qui vont te casser du sucre dans ton dos, tu dis, bon... Voilà. Tu vois, c'est aussi une autre raison, aussi, j'avais oublié pourquoi le franc-parler. Parce que en fait, quand t'es pas expérimenté en séduction, on te fait toujours le discours un petit peu Disney machin. Et en fait, tu te rends compte, je m'en suis rendu compte avec les expériences en fréquentant diverses nanas, qu'en fait, il y a une part de underground dans la séduction qui est tabou, dont on ne parle pas, dont les femmes ont besoin aussi, mais dont elles ne peuvent pas parler, surtout en ce moment, en 2021. Et ça, en fait, tu l'apprends à force de rencontrer des femmes et surtout quand tu es dans un lieu intime avec elles, qu'il n'y a personne pour écouter, que personne va juger, que personne va critiquer. Et là, tu as les femmes, elles te disent ce qu'elles veulent vraiment et c'est pas forcément le discours qu'on te sort sur YouTube, machin, tu vois. Donc aussi, le franc-parler vient un peu servir cette cause-là, c'est de dire la vérité aux gens, de dire comment ça se passe. Et aussi de montrer un petit peu la part d'ombre dans la séduction. Parce que c'est comme le yin et le yang, c'est quand il y a de la lumière, quand il y a une part de lumière chez quelqu'un, il y a aussi une part d'ombre. La séduction, c'est ça aussi. On montre toujours la part de lumière, mais on masque un peu la partie ombre. Et là, pareil, si on m'avait expliqué ça quand j'avais 19 ans, j'aurais gagné des années, potentiellement, tu vois. C'est super intéressant ce que tu viens de dire. Aujourd'hui, dans la société qui est beaucoup tournée vers le progressisme, qui a des côtés positifs, des côtés négatifs, où s'inscrit un peu ta démarche? Quel est ton but premier? Quelle est la mission de Dragueur de Paris aujourd'hui envers tes clients et aussi envers la société? Est-ce que tu as une mission avec ton projet? Ma mission, elle est simple, elle est liée à mon vécu, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, j'estime que chaque homme devrait avoir sa chance avec les femmes. Première raison. Et deuxième raison, c'est un constat que j'ai fait, et on l'a tous fait, tu as sûrement des gens comme ça dans ton entourage, pareil pour les personnes qui écoutent cette vidéo, c'est moi je me bats contre ce que j'appelle les relations par défaut. Qu'est-ce que j'en ai plein dans mes amis d'enfance, machin, des gens qui se sont mis avec la première nana qui leur ont dit oui, parce qu'ils en ont pas eu d'autres avant, et qui se mettent après. Alors bien sûr, discours officiels vont dire ouais je suis bien, machin, et tout, c'est toujours ce qu'ils vont dire.
Mais quand tu les vois en soirée, t'as toujours l'impression d'avoir deux étrangers, tu sais, en face. C'est-à-dire je sais pas, ils forment pas un couple fusionnel, ils ont pas des raisons fortes d'être ensemble. T'as l'impression que c'est deux personnes qui se sont mis ensemble parce que la société dit qu'il faut qu'on soit en couple, donc c'est quand même mieux d'être en couple. Et des gens comme ça, on en connaît tous. Et c'est un truc que je souhaite personne. Moi aussi, une des raisons pour lesquelles j'ai poussé pendant des années la séduction, le pire cauchemar pour moi, c'est d'être en couple par défaut, faute de mieux. Et je savais que si je restais tel que j'étais à 19 ans, j'allais tout droit dans cette direction. J'allais finir avec une nana qui, au fond, ne me plairait pas vraiment, mais je serais obligé de me mettre avec parce que, un, j'aurais pas confiance en moi, deux, j'aurais pas le vécu pour prétendre à d'autres femmes, et du coup, je serais resté avec. Dans la zone de confort. Et ça, je sais que... Tiens, je te raconte une anecdote. C'est un client que j'ai eu au téléphone il y a 1 an et demi, un mec dont je parle souvent. Quand j'ai eu, il avait début de quarantaine, quelque chose comme ça. Et c'est un mec qui m'a raconté, il s'est mis très tôt avec une femme qu'il a rencontrée quand il devait avoir 22 ou 23, un truc comme ça. Et ça a été sa première nana. Très vite, il a su qu'il devrait pas être avec, c'était pas la bonne. Mais il est resté avec. Et double malchance, ils ont eu un gamin rapidement ensemble. Et en fait, il est resté presque 20 ans avec cette femme, non pas... il y a la raison confort machin, mais surtout par amour pour son gosse. Parce qu'en fait, il voulait pas faire subir à son gosse la difficulté d'une famille séparée. Donc il est resté jusqu'à sa majorité avec. Et quand ce gosse-là, il est parti pour faire ses études, c'est à ce moment-là que, après plusieurs mois, qu'il a trouvé le courage de se barrer. C'est là qu'on s'est appelé. Mais entre-temps, il s'est écoulé presque 20 ans et il a 40 ans aujourd'hui. La moitié de sa vie qui est... Ouais, et le mec, il est énervé. Il dit... Moi, je dis toujours, c'est dans la vie, tu peux acheter beaucoup de choses, mais tu peux pas acheter du temps perdu. Si t'as perdu 20 ans de ta vie, c'est pour ta pomme. Et moi, je me bats contre ça, tu vois. Contre les mecs qui se mettent dans des relations où ils savent pertinemment, au fond d'eux-mêmes, qu'ils ne devraient pas rester avec, mais qui restent avec faute de mieux. Et encore une fois, ça j'ai dit tout à l'heure, il y en a plein, des gens comme ça. Et on en connaît tous dans notre cercle social. Il y avait autre chose aussi qui était super intéressante dans ce que tu as dit, et là on peut aussi rejoindre, parce que là tu aides les hommes, et c'est la mission de Paris d'aider les hommes, mais il y a un peu aussi une mission qui est bénéfique aussi pour les femmes, un peu dans la démarche. Oui. C'est pas quelque chose que les féministes peuvent voir de premier abord, et c'est quelque chose qu'on t'attaque, comme ça, vous voyez, tu vas objectiver les femmes, mais ce que tu dis, c'est que les femmes ont des besoins, des fois qu'elles n'avouent pas et qu'elles le disent dans un secteur privé. Oui. Qu'est-ce que Driver Paris peut apporter aux femmes dans cette démarche envers les hommes? Deux choses. Le premier, c'est avec le travail qu'on fait avec Relooking, etc. C'est avec ce que j'appelle la formule homme magnétique. C'est-à-dire ce qu'on fait pour nos clients, c'est on les transforme en une après-midi pour qu'ils deviennent des hommes attirants. Donc déjà, premier bénéfice pour une femme, c'est de se promener avec un mec de valeur. Et ça, c'est jouissif pour une femme. Parce que, 100% des femmes, à mon avis, veulent un mec valorisé à leur côté. C'est la première raison. Puis ensuite, deuxième raison, c'est l'authenticité, tout simplement. C'est-à-dire, les femmes, elles veulent évidemment être désirées, mais elles veulent aussi des hommes authentiques. Et ça, c'est des choses qu'elles te disent quand tu es en intimité avec elles, qui prend souvent le contre-pied des discours officiels. Et en fait, quand tu es authentique, quand tu fais ce qu'attend une femme de toi, en fait, tu la rends heureuse, quelque part. Et c'est là que tu sors du piège de la relation par défaut, parce que quand t'es dans une relation par défaut, je suis désolé, mais t'es pas toi-même, t'es pas authentique. Et tu le sais, parce que t'es dans une relation par défaut. Donc tu ne peux pas être authentique. Donc ça veut dire que ta femme sera pas heureuse, au fond d'elle. Par contre, ça c'est un truc que je m'efforce aussi de faire dans mes relations de couple, en étant authentique, c'est que ton couple ait une raison d'être, et qui dure longtemps, et que tu sois heureux. Et en fait, quand tu coches ces 3 cases-là, en fait, tu rends service à tout le monde, tu vois. Combien de fois j'ai entendu des récits de couples qui restent ensemble mais qui ont pas envie d'être ensemble, en fait, tu vois. Et en fait, ça rend malheureux, les gens, ça. Donc, quelque part, ce travail qu'on fait, c'est une façon d'aider les gens à se réconcilier, parce que je trouve qu'aujourd'hui, en France, on a tous tendance à se taper dessus dans diverses polémiques à droite à gauche. Et en fait, ce qu'on veut tous, finalement, on veut tous la même chose. On veut l'amour, on veut être heureux, etc. Je sais que dans la séduction, tout le monde dit « Ouais, vous voulez arnaquer les gens, arnaquer les femmes, je sais pas quoi. » Non, pas du tout. On veut tous la même chose. On veut l'amour, on veut être heureux, on veut à terme fonder une famille.
On veut être bien, en fait. Et on veut tout ça, homme comme femme, tu vois. Et du coup, le travail qu'on fait, pour moi, c'est d'utilité publique parce qu'il s'inscrit dans cette démarche, tu vois. Il y a quelque chose qui est hyper intéressant dans ce que tu dis, avec aussi comment tu aides les femmes. Des fois, dans ton franc-parler, tu dis que tu aides à prendre plaisir au lit. Est-ce que ça s'inscrit aussi dans cette démarche de les rendre plus virils? Je sais que c'est aussi quelque chose dans ta démarche, de rendre les hommes plus virils. Est-ce que ça aide les femmes à prendre plus de plaisir aussi et les hommes aussi à prendre plus de plaisir, en fait, les deux? Ah bah bien sûr. Bah déjà, si tu fais un constat, alors j'ai pas les chiffres en tête, mais je suis allé voir une fois et je crois qu'il y a une très très grande partie des femmes, je sais pas si c'est la majorité ou pas, mais une bonne partie des femmes qui ont jamais eu d'orgasme dans leur vie, déjà de base. Pourquoi elles ont pas d'orgasme? Bon, déjà parce que elles connaissent pas forcément leur corps, elles ont peut-être pas confiance en elles, mais aussi parce que les hommes savent pas forcément les stimuler comme il faut, il y a aussi ça. Et enfin aussi parce que ces hommes-là ne sont pas eux-mêmes, parce que au lit avec une femme, en fait, pour que les deux personnes puissent s'épanouir, il faut que chacun puisse être soi-même, c'est-à-dire l'homme soit dans sa masculinité et la femme dans sa féminité. Le problème, c'est que pour qu'une femme soit dans sa féminité, elle attend un certain nombre de choses d'homme, mais elle ne peut pas le dire parce que c'est tabou. Elle va te le dire en privé, quand elle est en confiance avec toi, quand elle sait qu'elle n'est pas écoutée, mais jamais elle te dira ça en public. Et en fait, de toute façon, tu demandes l'avis d'une femme sur ce qu'elle cherche chez un homme, elles vont toujours te dire la même chose, elles vont te dire cherche un homme gentil, bienveillant, etc. Bien sûr qu'elles veulent ça, mais en fait, la confusion qui est faite, c'est que ça, ce sont des qualités de couple, en fait. C'est-à-dire ce sont des qualités importantes quand tu es en couple, c'est-à-dire d'être gentil, bienveillant, etc. Ça, c'est normal. Mais bien avant ça, il y a ce qu'on appelle la parade amoureuse. Et si tu sais pas faire ça, bah, il se passera rien après. Et le sexe rentre dans ce cadre-là, tu vois, quoi. Mais encore une fois, les femmes ne peuvent pas le dire. Et c'est ça la difficulté de la séduction. Et c'est pour ça aussi que je fais beaucoup de franc-parler quand je parle de ces thématiques-là. C'est pour dire la vérité aux hommes, pour leur dire comment ça se passe, hein, pour leur dire ce qu'attendent de vous les femmes. Je dis toujours, je te prends un exemple, mais il est ô combien révélateur. Pourquoi 50 nuances de Grey, c'est le bouquin le plus acheté par les femmes? Peut-être c'est Harry Potter, je sais pas, mais pourquoi c'est 50 nuances de Grey à ton avis? Parce que ça réveille peut-être des choses profondes en elle que beaucoup ne sont pas assumées. Ou, je ne sais pas dire que ça doit s'exprimer dans la vraie vie, mais ça transmet quand même genre, des pulsions un peu sexuelles et animales. Quoi. Bah, 50 nuances de Grey, c'est un bouquin de cul. Ça parle de cul, de sadomasochisme, de machin, de trucs un peu underground. Mais le bouquin, il s'est vendu, j'ai pas les chiffres en tête, mais à des millions et des millions d'exemplaires. Et ça veut dire quelque chose, tu vois. Tu vois le truc ? Si les femmes sont si friandes de ce bouquin, c'est pour une raison. Et en fait, quand tu lis ce bouquin, tu comprends pourquoi. C'est hyper intéressant de comprendre la mission un peu de Drailleurs de Paris. Mais aujourd'hui, tu n'es pas le seul coach, et Drailleurs de Paris n'est pas la seule structure de coach qui opère un peu en France. Qu'est-ce qui différencie Drailleurs de Paris des autres coachs en séduction et des autres coachs en séduction et des autres structures? Alors, chaque coach a sa spécialité. Moi, je vais pas dire ouais les autres coachs c'est pas bien machin. Chacun fait dans sa spécialité. Nous, je sais que ce qu'on fait, on est les seuls à le faire, c'est-à-dire on est les seuls à faire tout ce travail de revalorisation d'abord sur l'externe, donc c'est-à-dire avec ce que j'appelle la formule homme magnétique, c'est-à-dire qui commence par un relooking, avec un shooting, la refonte de profil, pour avoir des matchs et que derrière tu vas transformer en date avec des femmes qui plaisent et avec qui tu pourras ensuite te mettre en couple ou bien profiter de ton célibat si t'en as envie. On est les seuls à proposer ce système complet, tu vois. Tout à l'heure, on parlait de l'approche ingénieur. Moi, je sais qu'il y a énormément de coachs qui ont une approche partielle de la séduction. C'est-à-dire, ils vont se focaliser, je sais pas, que sur le street, genre aborder machin et négliger le reste. Ouais, ils vont se focaliser que sur un truc. Et nous, on fait un travail complet à ce niveau-là, mais aussi un travail de long terme. C'est-à-dire, ça, c'est un truc que je dis toujours. Le travail qu'on fait sur l'externe, la revalorisation, derrière, ça va actionner ce qu'on appelle l'effet de halo. Et ça va avoir quoi comme impact? Ça va avoir le même impact que ça a eu sur ma vie, c'est-à-dire ça va déteindre sur ta vie professionnelle notamment. Tout le travail que j'ai fait en séduction, sur la revalorisation externe, la construction de ton identité, la construction de ta confiance en toi, va faire que tu vas mieux réussir ta carrière, que tu vas être capable d'aller négocier 15-20% d'augmentation avec ton chef, que tu vas trouver le courage et les arguments pour le faire, que tu vas pouvoir accéder à des postes avancés. Par exemple, regarde, à 19 ans, j'étais geek, timide, machin. Si à 19 ans, tu m'avais dit qu'un jour je ferais chef de projet et que j'allais manager une équipe, je vais te dire,
jamais de la vie, quoi. Donc tu vois, et en fait ça a une implication de long terme qui dépasse la séduction. Et ça, je sais qu'on est seul à le faire, parce que tout le monde se concentre sur aborder, sur la drague en boîte de nuit, machin, tout. Ok, il y a de ça. Mais souvent, on néglige l'externe, parce qu'encore une fois, souvent, les coachs, ils sont beaux gosses, ils sont incapables de comprendre ça. Ils négligent donc tout ça, et puis ils négligent les implications de long terme. C'est-à-dire que les personnes qui nous rejoignent, ok, elles nous rejoignent parce qu'ils ont envie de choisir leur relation et de connaître des femmes qui leur plaisent vraiment. Ils ont aussi envie d'avoir des bénéfices secondaires qui sont la carrière et aussi le cercle social. Parce que quand tu fais ce travail de construction, t'as des amis de meilleure qualité aussi, qui se ressemblent, s'assemblent, tu vois. Donc ça mène tout ça. Là aujourd'hui, je gère ma propre boîte. Pareil, tu m'auras dit ça à 19 ans. En école d'ingénieur, je me rappelle une fois, on me posait la question qui se voit monter son entreprise. Moi, j'ai répondu non. Je disais non, j'ai pas envie, c'est pas pour moi, j'y arriverai jamais. Ingénieur, ça me va bien, etc. Et puis en fait, quand tu fais tout ce travail, tu te revalorises, etc., ton ambition augmente et tu as envie de faire plus de choses dans la vie, tu vois, quoi. Ouais, donc oui, cette approche d'amélioration de séduction ne s'inscrit pas qu'en séduction, mais vraiment dans tous les domaines de sa vie. Ah, ça va bien au-delà de la séduction. La séduction, c'est un problème de court-moyen terme, tu vois. Mais après, c'est encore une fois, c'est en 2017, quand je me suis mis en couple, c'est en fait, souvent, quand tu lâches pas la séduction, t'as ce que j'appelle un trou, un vide. On appelle ça la dépression du PUA, du pick-up artist, pour ceux qui ne connaissent pas dans la communauté. C'est quand t'as fait ce que tu voulais faire en séduction, tu ressens un vide. Et à partir de ce moment-là, t'as plusieurs possibilités. Soit la communauté, ça te dégoûte, machin, t'arrêtes complètement la séduction, tu te désintéresses des femmes. J'ai des gens qui c'est arrivé. Ou alors tu rentres dans ce qu'on appelle la surenchère, c'est-à-dire tu dis ok, je vais coucher avec de plus en plus de femmes, de plus en plus vite, de plus en plus machin, et c'est comme ça que pendant 10-15 ans, t'en viens à toujours traîner dans la rue aux Tuileries à faire des abordages, il y en a qui continuent de faire ça. Troisième possibilité, tu passes à autre chose et tu vas plus loin, tu vois, et tu fais d'autres choses. Et tout ce travail que t'as fait dans la séduction long terme va venir s'inscrire dans une démarche de long terme qui va être l'amélioration de ta vie en général. Ton cercle social, ton boulot, le sens de ta vie aussi, trouver un sens à ta vie. On a parlé de beaucoup de choses. On a très peu parlé un peu de ton activité professionnelle. Alors, tu as été, comme tu l'as dit, tu l'as vite fait mentionner, chef de projet en ingénierie. D'abord ingénieur, puis après chef de projet. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait, du coup, si tu devais prendre juste une cause qui a fait que tu quittes ton poste de sécurité en CDI et pour que tu deviennes chef d'entreprise aujourd'hui, la raison principale, c'est laquelle ? C'est un choix à faire tout simplement. C'est tu sais, j'ai démarré fin 2016 Dragueur à Paris. Au départ c'était un blog et puis après quand je me suis mis en couple j'ai professionnalisé. Et en fait je me suis rendu compte qu'en fait ce qui fait que tu te lèves le matin, c'est un peu pompeux de dire ça mais c'est la vérité, c'est que tu changes la vie des gens quelque part. C'est-à-dire t'as des mecs qui sont au fond du trou et puis 6 mois après les mecs ils sont en couple avec une femme qu'ils ont choisie et non pas une femme par défaut. Et en fait tu te rends compte que tu fais un travail d'utilité publique, tu vois. Donc t'as ça, puis ensuite le site a grossi chaque mois, c'est une croissance constante depuis début 2017. Et à un moment tu dois faire un choix. Tu dis en fait le site atteint une telle activité, tu dis tu peux pas à la fois garder ton travail en CDI et t'occuper de Paris. Tu dis bon qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi, tu vois ? Et forcément, si on est amené à en parler aujourd'hui, c'est que j'ai choisi de développer Dragueur de Paris, essentiellement pour la raison que je t'ai dit, tu vois. Parce qu'en fait, si tu veux faire du bon boulot dans la vie, tu dois être passionné par ce que tu fais. Si t'es pas passionné par ce que tu fais, ton travail il sera pourri et ça va se voir, tu vois. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que la majorité de ceux qui vont regarder la vidéo ne connaissent pas aujourd'hui, en mars 2021, qu'est-ce que c'est que Dragueur de Paris ? Concrètement, ok, c'est un site, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? Déjà, c'est avant tout un groupe d'hommes qui ont de l'ambition, dans la séduction, mais pas que. Notre spécialité, c'est les sites de rencontres, et on essaye toujours d'aller plus loin que les petites techniques de séduction. Parce que ça, encore une fois, je dis toujours aux gens, vous n'avez pas besoin de nous pour trouver des techniques de séduction, il y en a plein sur Internet. Par contre, pour les hommes qui ont de l'ambition, qui veulent choisir leur relation, qui veulent aussi réussir leur vie professionnelle, leur vie sociale, etc. Là, par contre, ils sont au bon endroit chez nous parce que c'est exactement ce qu'on fait. Je te prends un exemple, tu es sur la communauté, donc tu le sais. Oui. J'ai des clients que j'ai accompagnés il y a 3 ans qui sont toujours là aujourd'hui.
Pourquoi ils sont toujours là alors qu'ils n'ont plus aucun problème, mais aucun, en séduction? Parce qu'en fait, ils se trouvent d'autres objectifs, c'est-à-dire leur carrière professionnelle. Il y en a un qui s'intéresse beaucoup au sport, par exemple, avec qui on va faire des consultations. Les consultations, c'est les webinaires qu'on fait tous les jeudis sur le groupe privé. Et en fait, c'est des hommes qui voient beaucoup plus loin que la séduction. Et aussi parce que ce qu'on fait, on essaie toujours d'être innovant dans ce qu'on fait, c'est-à-dire de toujours chercher d'exploiter les nouvelles applications, parce on est très spécialisé sur les applications de rencontres. Tinder est la plus connue, mais tous les mois il y a des nouvelles applications qui sortent. Et souvent, c'est des applications où il n'y a pas trop de concurrence. Et en fait, si tu es dans les premiers dessus, bah, tu vas pouvoir avoir beaucoup plus de résultats que sur les autres. Donc tu as ça. Et on essaie toujours d'innover, de chercher de nouvelles approches dans la séduction. Parce que pourquoi? Parce qu'en fait, avec le temps, les mœurs évoluent. En 2021, on est à une certaine époque. En 2025, ça aura évolué et tes méthodes doivent évoluer, tu vois. Par exemple, dans la séduction, tu connais peut-être Mystery Method, tout ça. Oui. C'est des choses qui sont sorties il y a 15 ans. Aujourd'hui, c'est obsolète comme méthode. C'est obsolète parce que les temps ont changé. Du coup, tu as parlé, on a parlé peut-être brièvement, mais Dragon Paris commence à se structurer autour d'une équipe de coachs. Quelle est un peu ta philosophie pour sélectionner tes coachs? Comment tu les formes? Voilà, c'est quoi un peu cette philosophie? Je vais parler du profil disque pour ça. Ouais. Ceux qui connaissent pas pourraient regarder sur internet le test disque. Moi, je cherche des profils verts essentiellement, c'est-à-dire ce qu'on appelle des stables en communication. C'est-à-dire des personnes qui sont tournées vers les gens, c'est un peu pompeux de dire ça, mais tournées vers l'harmonie, tournées vers l'entraide. Parce que pour moi, un bon coach, c'est pas un mec qui va être ultra obsédé par le résultat, ou c'est pas un mec qui va faire ça pour l'argent, mais c'est un mec pour qui l'objectif dans la vie, c'est de faire grandir les autres. Moi, je sais que c'est pour ça que j'ai fait Dragon Paris, c'est pour faire grandir les autres. Et les coachs avec qui je travaille, je veux qu'ils partagent cette ambition-là aussi, c'est de faire grandir les autres. Parce qu'aujourd'hui, tu l'as dit, je suis plutôt seul à bosser chez Dragon Paris, justement parce que je m'entoure de personnes qui ont aussi cette envie-là, pour qu'on puisse construire quelque chose, tu vois. Parce que moi, j'ai envie que Dragon Paris, ça existe toujours dans 5 ans, dans 10 ans. Et pour ça, tu dois construire quelque chose qui va, bien sûr, au-delà de la séduction. Donc, CF, tout ce dont j'ai parlé avant. Mais aussi où mon équipe de coach, leur plaisir, c'est de tirer les autres vers le haut, tu vois. En termes relationnels, en termes d'ambition, etc. Et pour moi, c'est le critère le plus important. Et après, il y a plein de typologies différentes chez les coachs. T'en as, c'est des obsédés du résultat. Il y en a. Bon, au début, je voulais ça, mais maintenant, j'en veux plus, tu vois, parce que obsédé par le résultat, c'est bien, mais pour moi, c'est une approche court-termiste, tu vois, quoi. Il y a pas que ça. Où t'as aussi les coachs qui sont trop tournés vers l'analytique. Donc, t'as plusieurs typologies de coachs, mais la typologie que je préfère, c'est celle-ci. Et il y a un truc aussi, peut-être, que c'est intéressant de partager, mais c'est que certains coachs proviennent de ta communauté de Dragon de Paris. Ouais. Tu peux un peu plus en parler, comment déjà la communauté se structure et comment les évolutions font que certains qui au début partaient de pas grand chose et aujourd'hui deviennent coach, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est ce que je te disais juste avant, c'est-à-dire au début ils ont un problème de séduction, on travaille à le résoudre. Ensuite ils le résolvent, en général ils se mettent en couple, généralement c'est ce qui se passe. Et après, exactement comme moi en 2017, ils se disent bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Et souvent, ils restent parce que ce qu'ils aiment chez nous, c'est que déjà, on a une communauté d'entraide extrêmement soudée. Enfin, tu le vois, hein, j'ai déjà fait plein de communautés dans la séduction et je sais qu'on a une communauté qui est extrêmement soudée. Je suis aussi très proche des gens de ma communauté, c'est-à-dire je les ai tous rencontrés, sauf ceux qui habitent très très loin, mais je les ai tous rencontrés au moins une fois. Il y a des personnes comme toi que j'ai vues plusieurs fois. Il y a des personnes de mon équipe que j'ai vues plusieurs fois aussi. Et en fait, ces personnes-là apprécient cette entraide, apprécient le fait que la communauté soit soudée. Et du coup, ils ont envie de rendre ce qu'ils ont eu quelque part. Ils ont envie de se sentir utiles. Ils ont envie de contribuer. Et à ce moment-là, je leur propose, écoutez les gars, si vous aimez coacher, ça vous dit devenir coach. Puis souvent, ils disent ouais. Enfin, à chaque fois, j'ai proposé un poste de coach à quelqu'un, j'ai jamais eu de non. Ils ont toujours dit oui, quoi. Un truc, si je peux donner un peu mon retour d'expérience, parce que ça fait maintenant 1 an que je suis dans la communauté, donc la communauté est plus ancienne que ça. J'ai vu déjà évoluer parce que elle a toujours été plutôt bienveillante, mais elle a grossi depuis que je suis là encore. Et j'aime beaucoup le fait que
il y a des individualités et on sent déjà que tout le monde est le bienvenu à partir du moment qu'on partage un peu cet état d'esprit. Ok, on va s'améliorer ensemble et on s'en fout du niveau, on s'en fout que tu sois ultra calé en séduction ou pas du tout. À partir du moment où tu passes à l'action, où tu fais des choses et que tu veux atteindre ton résultat, tout le monde est bien, on souhaite la bienvenue à tout le monde et c'est ça qui me plaît beaucoup. Ça justement c'est un point important parce que je sais que les personnes qui débutent, on appelle ça le game, donc la séduction, quand tu débarques sur un groupe et que tous les mecs ils arrivent, ouais GFC, je sais pas quoi machin, souvent les mecs ils sont un peu intimidés, tu vois. Donc déjà c'est pour ça que je mets beaucoup d'accent aussi sur la bienveillance, mais aussi parce que avant ça j'ai dû faire une quinzaine de communautés en tout. Et en fait, il y a un défaut récurrent dans les communautés de séduction, c'est l'ego. C'est un défaut récurrent. Et c'est la tendance des groupes à basculer dans le concours de quéquette. C'est-à-dire, qui a le plus de FC, qui c'est qui fait le plus de ça, de machin. Et c'est un truc, ça vire toujours au drame tôt ou tard quand tu fais ça, parce que ça vire au concours à l'ego, au concours de beat, etc. Et moi, j'ai pas envie de ça. J'ai déjà été dans des communautés comme ça, c'est des communautés que je qualifie de toxiques, c'est pas intéressant, c'est court-termiste. Et à part les obsédés du résultat, ça n'intéresse pas grand monde en fait. Faut pas oublier que l'objectif de la majorité des gens, c'est juste de se mettre en couple en fait, tu vois. Et donc c'est aussi pour ça que je mets l'accent sur ça, c'est-à-dire j'ai pas envie que la communauté soit un concours de beats, mais que ce soit une entraide où chacun se tire vers le haut, même les plus débutants. Et de toute façon, chaque débutant qui arrive dans la communauté le voit tout de suite, il est très rapidement tiré vers le haut. Et 1 an, 2 ans après, il peut devenir un pilier de la communauté. Comme tous les plus anciens, les mecs qui sont là depuis 3-4 ans, des mecs comme Brice par exemple, qui est un des plus anciens, c'est devenu un pilier aujourd'hui parce que avant il était comme tout le monde, il avait pas trop de résultats, il avait pas confiance, il savait pas comment faire, etc. Puis maintenant il a plus de problème et maintenant il vers le haut Ouais, et il a du plaisir à le faire, tu vois. Et moi je m'entourais de gens comme ça, tu vois, de gens qui ont ce plaisir-là. Pas des gens qui se mettent en avant pour se dire « Eh les gars, je suis trop fort, je suis un boss » en mode Michael Vendetta, machin. Mais des mecs qui ont envie de tirer les autres vers le haut. C'est ça qui est intéressant, en fait. Et quand t'as envie de construire un groupe, quand t'as envie de construire quelque chose qui dure dans le temps, tu dois aller dans cette direction, de toute façon. Parce que toutes les approches court-termistes, trop orientées résultats, ça ne dure pas. C'est pour ça, là, ça fait 12 ans que je suis dans les diverses communautés. 95% ont disparu. Pourquoi ? Pour cette raison-là, parce qu'en fait, ils n'avaient pas de vision de long terme et surtout, c'était les concours de beat toute la journée, quoi. Ça tombe bien, ça rebondit très bien sur ma prochaine question qui est quelle est ta vision de long terme ? Où tu vois derrière de Paris à 5 ou 10 ans ? C'est quoi un peu ton désir pour ce projet ? Ce que je veux, c'est déjà plus ou moins le cas de ce qu'on dit nos clients, mais on veut consolider notre position de numéro 1 sur ce qu'ils appellent l'application de rencontre. Okay. Et ensuite, à terme, évidemment, on veut être l'une des communautés, l'un des groupes les plus visibles, les plus forts dans la séduction. On fera toujours de la séduction. Mais là, ce vers quoi je suis en train d'emmener la communauté, c'est des trucs de plus long terme. C'est-à-dire, toujours parler de séduction, mais par exemple, une fois, j'ai fait un sondage il y a 1 mois sur la communauté. Je dis hello, tiens, est-ce que ça vous dirait que les consultations qu'on fait le jeudi soir, de temps en temps, on parle salariat, par exemple, parce que y a énormément de personnes qui sont ingénieurs, etc. Sur le long terme, ils ont envie de réussir leur carrière, par exemple. Je dis, tiens, est-ce que ça vous dit qu'on fasse du contenu sur ça ? Et tout le monde a dit oui, parce qu'en fait, c'est des choses connexes à leur vie. C'est-à-dire, la séduction, c'est bien, mais c'est sur le court moyen terme. Et à long terme, il y a tout ce dont je te parle, carrière, vie sociale, etc. Et à long terme, j'ai envie d'orienter le groupe vers ça, pour vraiment voir sur le long terme, tu vois, quoi. En tout cas, c'est la vision que je donne, quoi. Très bien. Je pense qu'on va se diriger à la fin de l'interview. Ouais. Tu m'as préparé des questions. Des questions un peu. Bon, il y a des questions un peu bateau. Quelle est ta couleur préférée ? Non, mais il y a la question que tout le monde pose déjà, c'est si tu avais du coup un conseil à poser à ton toi de 20 ans, ce serait quoi ? Fais-toi accompagner. Fais-toi accompagner. Sans hésiter. Je le fais. Parce que là, tu sais, comme je suis chef d'entreprise aujourd'hui, je m'intéresse à énormément de domaines. Maintenant, je réfléchis même plus. C'est-à-dire, quand il manque une compétence ou que j'ai envie d'apprendre un truc, je vais chercher la compétence là où elle est. Et si ça coûte très cher, c'est pas grave. Je sais que derrière, je vais gagner 5 ans, tu vois. Donc voilà, meilleur conseil que j'ai à donner, arrêtez de lire des articles et faites-vous accompagner. Une autre petite question assez intéressante. Si jamais tu avais un panneau qui serait visible déjà
toute la France, tous les Français, on va dire. Un panneau. Tous les hommes, quand je te parle des hommes. Un panneau publicitaire géant pour les hommes célibataires. Ouais. Ok. Quel serait le message que tu inscrirais dessus? T'avais pas mal de questions. Je mettrais assume. Ça, pour moi, c'est un des mots les plus importants en séduction, mais aussi dans la vie en général, c'est-à-dire assume ce que tu fais. Là, par exemple, en séduction, c'est exactement ce que je fais, c'est-à-dire, je sais pas, des gens qui viennent me voir qui disent « Ah ouais, toi, tu fais de la séduction ?» Je fais « Ouais. » Et le pire, c'est quand tu dis « ouais » et que t'assumes, les gens, ils vont dire « Ah, ok. » Voilà. En séduction, c'est pareil. Tu sais, par exemple, tu sais, t'as toujours ce qu'on appelle les shit tests. Par exemple, quand tu te rapproches d'une femme, physiquement, il y a un moment, elle va un peu te poser des questions pièges. Elle va te faire genre, tu dis ça à toutes les femmes, bon là tu peux faire des petites blagues. Ou par exemple, elle va te faire des questions genre, je te plais, c'est ça? C'est des questions un peu déstabilisantes comme ça. Elle va faire, alors comme ça, je te plais. Là tu réponds, tu fais, ouais. C'est ultra puissant. Qu'est-ce qu'elle peut dire? Alors que le réflexe, beaucoup de mecs, c'est de partir dans toutes les directions. Oui, mais non, mais tu sais, mais machin. Là, tu dis, ouais. Donc, un seul mot, assume. Assumer ses désirs, assumer qui on est. Aussi. Oui, assumer qui on est aussi. Et ça, c'est le travail qu'on fait aussi en relooking, c'est-à-dire pas essayer de chercher à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, tu te regardes tel que tu es. Enfin, je dis toujours, tu peux pas changer ta génétique. Ta génétique, elle est ce qu'elle est. Par contre, tu peux changer ton apparence. C'est tout le travail qu'on fait en relooking et en shooting. Par exemple, un mec qui est, j'en ai eu les mecs qui sont ectomorphes, qui sont ultra maigres, ce seront jamais des Arnold Schwarzenegger, tu vois. Donc, assume ce que tu es, cherche pas à devenir un Arnold Schwarzenegger et valorise qui tu es, tu vois. Fais de tes faiblesses, entre guillemets, une force, tu vois. Ou comme l'introversion, par exemple, je pense que ça se voit, mais j'ai un naturel introverti. Avant, j'étais ultra timide, mais tu me mets dans un groupe, je vais toujours être un peu timide. Mais j'en fais une force aujourd'hui, tu vois. C'est-à-dire, je le mets en avant. Je dis, ouais, quand j'arrive dans un groupe, voilà. Et même dans ta séduction. Ouais. En séduction aussi, je le mets en avant. C'est-à-dire, quand je suis en séduction, je mets en avant mon caractère d'introverti. Et en fait, j'ai fait de ce qui peut paraître être une faiblesse, une force. Donc, assumer. Une autre question, c'est qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à tous tes détracteurs, que ce soit féministes, que ce soit sceptiques, que ce soit... Voilà, ou voilà, tous ceux qui pourraient te jeter la pierre, qu'est-ce que tu pourrais leur dire aujourd'hui? Je vais être un peu violent, mais je vais leur dire, je vous ai pas demandé votre avis, quoi. Non, mais c'est vrai, en fait, je dis ça en rigolant, mais la France, c'est une démocratie. Et c'est un système politique, c'est-à-dire que tu votes pour le futur président, etc. Et un des défauts de la démocratie, c'est que tout le monde se sent libre de donner son avis sur tout et sur rien. Par exemple, tu l'as sur le Covid, tout le monde s'improvise médecin en disant « ouais, les vaccins, machin, tout ». Donc les gens qui donnent leur avis, je dis « ouais, vous pouvez donner leur avis, mais est-ce qu'on leur a demandé leur avis ?» Pas forcément, tu vois. Je sais que les gens qui ont envie de leur donner, ils donneront leur avis, tu vois. Mais je leur dirais, bah, vous avez votre avis, c'est cool, ça ne regarde que vous, quoi. Et pour finir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi personnellement là dans les années qui viennent? Parce que je sais pas si c'est peut-être être en couple ou qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Bah écoute, ma vie elle va très bien, donc que ça continue, je dirais. Que ça continue, qu'on puisse construire de grandes choses ensemble aussi, puisque on bosse ensemble chez Dragueur de Paris, que le groupe puisse continuer à monter, à s'élever, et voilà quoi. Que ça continue. Qu'est-ce que le toi qui était beaucoup plus franc il y a 3 ans dirait du féminisme aujourd'hui? La question piège. Ouais, mais là, il y a 3-4 ans, j'étais ultra trash aussi. Oui, bah c'est pour ça que je pose cette question. Ouais, dire que c'est de la merde. Dire que c'est que de la merde et que ce qui compte, c'est le FC, le machin. Ouais, il dirait peut-être un peu ça, tu vois. Et qu'est-ce que le toi aujourd'hui, qui a grandi en 3 ans quand même et qui a appris beaucoup de choses, dit aujourd'hui du féminisme? Moi, personnellement, je donne pas d'avis sur le féminisme, parce que c'est un terrain glissant et dès que tu dis un truc, tu te fais bâcher, donc pas d'avis. Voilà. Très bien. C'est quoi pour toi une bonne baise? Ah putain, les questions. Tu t'es lâché là. Ah bah, tu m'as demandé des bonnes questions. C'est où tu te sens fusionné avec l'autre. C'est pompeux de dire ça, mais c'est vrai.
Et je pense qu'on l'a tous senti au moins une fois, c'est-à-dire la plupart des fois c'est standard, mais en fait il y a quelques fois où ça se passe extrêmement bien, tu te sens comme en fusion avec l'autre, où t'es ultra connecté, où t'as rien besoin de dire, tu tout se comprends, etc. Et ça pour moi c'est... Après t'as dit mot baisse, mais pour moi c'est plus faire l'amour, ça, tu vois, c'est quand tu fusionnes avec l'autre. Parce que la baisse c'est avant tout quelque chose de plus égoïste, tu vois, quoi. Mais pour moi ce qui est plus puissant c'est quand tu fais l'amour à quelqu'un et que tu te sens vraiment en fusion, tu vois, quoi.